Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les panélistes, honorables participants. C'est un plaisir renouvelé pour moi que de participer avec vous ce matin à ce webinaire sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans le secteur des assurances, qui vient consolider nos efforts de mise en œuvre d'actions conjointes pour le renforcement de la gouvernance, la prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur financier d'une manière générale et dans le secteur des assurances en particulier. Un événement qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de coopération engagé depuis plus d'un an, disons un an, presque jour pour jour, entre les autorités de supervision du secteur financier et l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, consacrant une volonté partagée des quatre institutions qui sont représentées dans cette visioconférence pour faire rayonner la probité, la transparence dans leur écosystème. Aussi, cet engagement s'est matérialisé cette année par la mise en œuvre de plusieurs sessions de sensibilisation, de formation sur différents aspects en matière de lutte contre la corruption, d'abord au profit des cadres et des autorités de supervision, mais également au profit de leurs assujettis. Des actions, bien entendu, qui sont appelées à se poursuivre et à être complétées par d'autres qui seront plus ciblées pour chaque métier et avec plus de profondeur par rapport aux problématiques traitées. Ça sera fait, bien entendu, non seulement avec les autorités de supervision, mais aussi en collaboration avec les organisations professionnelles et les acteurs clés du secteur. Pour ce faire, un plan d'action global est en cours de finalisation en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes. Mesdames et messieurs, honorables participants, le Maroc se trouve aujourd'hui plus que jamais face à un grand défi. Il est appelé à marquer des inflexions majeures au niveau de ses politiques et de ses réformes structurelles qui doivent être profondes pour répondre aux aspirations d'un développement soutenu et durable, capable de satisfaire les attentes légitimes des citoyens, non seulement pour les générations actuelles, mais il est important dans le contexte que nous vivons d'anticiper pour préserver les intérêts des générations futures. Il est important de souligner que tous les rapports nationaux et internationaux traitant de la question du développement mettent la corruption dans ses formes les plus diverses parmi les premiers facteurs qui se dressent devant le développement et affaiblissent les chances des pays de saisir toutes les opportunités pour assurer un développement socio-économique en phase avec leurs vraies potentialités, aussi bien à l'échelle nationale, mais aussi pour profiter de ces potentialités à l'échelle de chaque région et localité. Aussi, il devient admis que la corruption est en tête des facteurs qui sapent les fondements de l'état de droit, favorisent les différentes formes de privilèges, de clientélisme et de népotisme, remettant ainsi en cause l'égalité des chances et celle d'avoir accès aux moyens et aux conditions qui garantissent une meilleure participation à la production de richesses et qui en assurent en conséquence une répartition plus équitable. Force est de constater que la situation ne s'améliore pas. La corruption prend de l'ampleur dans un contexte où le développement des marchés, des organisations et des technologies ont tendance à être pleinement exploitées et mises au service d'une sophistication des pratiques de corruption, de blanchiment et de crimes financiers. La crise sanitaire actuelle n'est pas de nature à améliorer les choses et restreindre les pratiques de corruption, bien au contraire. Elle présente de nouveaux risques avec de nouvelles formes de corruption. Le Maroc, comme tous les autres pays, se trouve confronté
à des situations d'urgence indéniables nécessitant des formes nouvelles de concentration de pouvoir, voire même des implications en matière de restriction des respects des droits et libertés. La situation exige l'engagement de budgets colossaux pour couvrir les dépenses nécessaires en matière de santé et de couverture sociale, mais aussi pour en injecter dans l'économie afin d'atténuer les effets de la crise. De par ces dimensions et ces implications, le secteur financier se trouve concerné au premier plan. Devant ces enjeux majeurs et la lourdeur des contraintes associées, il devient impératif de développer des approches coordonnées pour veiller ensemble à empêcher tout risque de développement d'une pandémie de corruption qui ferait suite à la pandémie sanitaire. Dans ce contexte, les régulateurs et les acteurs économiques sont appelés à renforcer et à accélérer l'inclusion de dispositifs de prévention de la corruption dans leur processus de décision et de contrôle. De par sa position directe d'acteur et de régulateur d'une part, et celle de carrefour et de canal de fluence pour tous les autres secteurs d'autre part, le secteur financier a un rôle clé dans le renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et contre les risques de blanchiment et de transfert des produits du crime. Si ce rôle clé est de nature structurelle, il prend encore plus d'ampleur dans une période marquée par des conditions exceptionnelles liées à la crise mondiale de la COVID-19. Un exemple peut nous illustrer l'ampleur que peut prendre une pratique de corruption dans le secteur financier. À titre d'exemple, le parcours atypique de M. Xiang Jambo est édifiant à ce titre. Il a été reconnu coupable en 2019 d'actes de corruption pendant la période allant de 2005 à 2017, où il fut respectivement gouverneur adjoint de la Banque centrale, puis PDG d'une des 4 plus importantes banques commerciales de son pays, dont il a assuré l'introduction en bourse à Hong Kong et à Shanghai, avant d'être nommé à la tête du régulateur chinois des assurances. On peut aussi rappeler qu'avant cette période, il était auditeur général à la Cour des comptes chinoise. Pendant ce parcours, il a tiré de ses actes de corruption l'équivalent de plus de 3 millions de dollars US en contrepartie d'octroi de promotion professionnelle, de marché public, de crédit et autres avantages indus. Le secteur des assurances, composante importante des services financiers, n'est pas en reste et semble avoir pris conscience depuis déjà quelques années de la nécessité d'y faire face. Une enquête au niveau international menée en 2014 par l'Association internationale des superviseurs des assurances cite plusieurs cas avérés de corruption dans le secteur des assurances en Indonésie, en Grande-Bretagne pour des pots de vin en Outre-mer et ailleurs, et conclut sur la nécessité de prendre des orientations dans le sens de la prévention et de la lutte contre la corruption au niveau des superviseurs, mais également auprès de leurs assujettis. Pour revenir à notre secteur financier au Maroc, il est indéniable qu'il se positionne parmi les fleurons de l'économie nationale. Il est régi par un cadre réglementaire inscrit dans une dynamique anticipative en assurant une conformité avec les standards internationaux les plus avancés. Toutefois, il est important de doubler de vigilance pour observer une conformité avancée aux normes anticorruption, pour anticiper tout risque d'exposition des acteurs marocains à de lourdes sanctions dans un environnement marqué par l'accélération de promulgation et d'application de législation extraterritoriale en matière de lutte contre la corruption, combinée avec une présence de plus en plus forte à l'international de nos acteurs économiques et particulièrement dans les régions réputées à haut risque en la matière, dont le niveau, bien entendu, est variable d'un pays à l'autre. Cette vigilance est d'autant plus d'actualité
qu'une récente étude réalisée par le cabinet Hogan Lovells, menée auprès des responsables de conformité de plusieurs multinationales, montre que la sensibilité de ces dernières aux risques précités n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Mesdames et messieurs, honorables participants, ces défis, le Maroc et les acteurs que vous êtes en ont pleinement conscience. Notre pays est aujourd'hui engagé pour ouvrir une nouvelle ère de combat contre ce fléau. Un engagement porté par une ferme volonté au plus haut niveau de l'État pour opérer un changement profond de la réalité de la corruption dans notre pays. Une volonté qui se traduit par une démarche audacieuse qui tire ses fondements de la Constitution du Royaume, qui dédie tout un chapitre à la bonne gouvernance, à l'intégrité et à la reddition des comptes. Plusieurs instances nationales dites de bonne gouvernance, dont fait partie l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, ont été ainsi élevées au rang d'instances constitutionnelles et indépendantes. Parmi les réformes structurelles qui soutiennent cette entreprise, l'adoption attendue du projet de loi 4619, déjà approuvé par le Conseil du gouvernement en juin 2020 et qui est aujourd'hui dans des phases avancées au niveau de la Chambre des représentants. Une adoption définitive qui devrait avoir lieu avant la fin de la session parlementaire ouverte, malgré quelques contraintes et résistances. Une loi qui viendrait consacrer les missions et pouvoirs de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, dont les actions sont fondées sur le principe d'une forte synergie et complémentarité institutionnelle et sont structurées autour de 6 axes majeurs fortement articulés que je pourrais résumer de manière très synthétique comme suit. Un premier axe dédié à la promotion des orientations de la stratégie de l'État en matière de prévention et de lutte contre la corruption, de promotion des valeurs de probité, d'éthique et de transparence et d'installation des règles de bonne gouvernance et suprématie de la loi. Le deuxième axe se consacre à l'approfondissement de la connaissance objective avec une approche innovante et avec une évaluation du phénomène selon une approche de recherche et avec un ciblage de mesure des impacts. Le troisième axe est dédié à la veille juridique, la promotion de recommandations, la proposition de recommandations et le suivi de la mise en conformité de la législation nationale avec les normes et conventions internationales ratifiées par le Maroc. Un quatrième axe est réservé à la sensibilisation, mobilisation et interaction avec les différentes composantes de la société, secteur privé, société civile, secteur public et autres, permettant de renforcer le rôle de la société civile particulièrement et des médias et de promouvoir les valeurs d'intégrité et d'éthique. Le cinquième axe, il est orienté dans le sens de la détection et l'instruction des dossiers relatifs à des actes susceptibles de constituer des violations administratives, financières ou pénales en matière de corruption pour les mettre sur la voie de l'application de la loi et d'en faire un levier de dissuasion et de lutte contre l'impunité. Le dernier axe est consacré à la structuration et l'innovation en matière de coopération nationale et internationale pour un enrichissement mutuel et une consolidation des apports et des expériences. Un axe dans le cadre duquel s'inscrit la convention de partenariat que nous avons engagée avec les institutions que vous représentez depuis 1 an et que nous souhaitons voir se développer et pour densifier les actions de prévention et de lutte contre ce fléau qui ronge notre pays, participant ainsi à l'édification d'un environnement favorable, à l'accélération d'un développement soutenu et durable et à l'épanouissement de l'ensemble de nos concitoyens.
Mesdames et messieurs, honorables assistance, pour construire son référentiel et bâtir les fondements de son action pendant cette étape décisive, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption a publié récemment son premier rapport annuel au titre de l'exercice 2019, accompagné d'une dizaine de rapports thématiques détaillés qui viennent consolider l'aboutissement de plusieurs chantiers fondamentaux et travaux structurants pour la vision qu'elle a développée pour cette nouvelle phase de lutte contre la corruption au Maroc. Ce premier rapport approfondit l'analyse de la situation de la corruption au Maroc, consolide les avancées, les limites et les contraintes de l'expérience marocaine en la matière sur les 2 dernières décennies. Il présente la vision et le cadre stratégique retenu pour l'action de l'instance qui elle-même s'inscrit dans une vision plus globale, celle du modèle de développement dont le rapport spécifique a été soumis comme contribution aux travaux de la commission spéciale du modèle de développement. Dans cette réflexion globale, l'instance a placé la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence et de la gouvernance responsable les défis de l'édification du dit nouveau modèle de développement. Dans le même sens, l'instance a détaillé les inflexions nécessaires et les leviers majeurs pour permettre au Maroc de dépasser les limites et de s'inscrire sur la voie d'un développement soutenu, inclusif et durable, garantissant une plus grande ouverture sur le citoyen, non seulement comme cible des politiques publiques, mais comme acteur à même de répondre aux attentes et de restaurer la confiance et d'assurer adhésion et réussite à un nouveau modèle de société co-construit. Par ailleurs, ce rapport annuel donne également un aperçu complet sur les travaux et chantiers lancés dès le lendemain de la nomination par laquelle Sa Majesté le Roi m'a honoré et renvoie vers la série d'autres rapports thématiques détaillés pour approfondir et préciser certains de ces axes. Plusieurs études et recommandations ont abouti à des avis et recommandations relatives à des sujets à fort impact sur la prévention et la lutte contre la corruption, tels que l'enrichissement illicite, le conflit d'intérêts, la déclaration du patrimoine, la protection des fonctionnaires dénonciateurs des actes de corruption, la consolidation du droit d'accès à l'information, la charte des services publics, la simplification des procédures, la transformation digitale de l'administration, autant de thématiques qui ont fait l'objet d'études, de recherches pour aboutir à des propositions et des recommandations soumises au pouvoir public. Et l'ensemble de ces recommandations ont été réunies dans un rapport spécifique à cette occasion. Enfin, l'instance nationale de la probité, à travers toutes les initiatives qu'elle entreprend, confirme son engagement à œuvrer dans le sens du changement profond voulu dans le cadre d'une vision globale qui prend appui sur des leviers fondamentaux pour assurer la transition et l'atteinte des objectifs. Elle souligne que le contexte national offre aujourd'hui l'opportunité de réussir ce changement significatif porté par la volonté et la détermination exprimée par la plus haute autorité du pays, qui a appelé à plusieurs occasions à la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, la moralisation de la vie publique et prévenir et lutter contre la corruption. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je souhaite plein succès à notre visioconférence et à notre coopération. Monsieur le Président de l'Instance nationale de probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs, chers membres de l'assistance, c'est avec grand plaisir que je participe à la séance d'ouverture de la conférence organisée en partenariat avec l'INPPLC sur le thème de
la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans le secteur des assurances. Cette conférence était initialement prévue en mars 2020, mais la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 nous a poussé à la reporter. Nous voilà tous réunis aujourd'hui, même si c'est virtuellement, pour discuter de ce thème, et je m'en réjouis. Mesdames et messieurs, le lien entre corruption et développement économique est clairement établi, et la littérature à ce sujet est abondante. La corruption sape les fondements de l'état de droit, elle sape la capacité des gouvernements à assurer une croissance économique inclusive, c'est-à-dire une croissance dont les bénéfices sont largement partagés par l'ensemble de la population. En fonction de son omniprésence, la corruption affecte certains ou tous les moteurs de la croissance potentielle et inclusive, et notamment l'investissement public et l'investissement privé. En raison de sa nature cachée, il est difficile de mesurer avec précision la corruption, son étendue et les coûts qui lui sont attribués. Néanmoins, et selon l'OCDE, le montant de la corruption serait estimé à environ 2 000 milliards de dollars par an, soit 2,5% du PIB mondial. Pour l'ONU, ce sont même 2 600 milliards qui sont détournés chaque année. Depuis longtemps, le Royaume du Maroc a fait de la prévention et de la lutte contre la corruption une de ses priorités. C'est pour cela d'ailleurs qu'à l'occasion de la réforme constitutionnelle de 2011, l'ancienne instance centrale de la prévention de la corruption a été érigée en instance constitutionnelle sous l'appellation de l'INPPLC afin de lui donner tout le poids et toute l'indépendance nécessaires pour accomplir pleinement sa mission. Le texte de loi relatif à l'INPPLC est d'ailleurs en examen au Parlement. Je crois savoir que les discussions sont passionnées. Et je voudrais saluer ici le travail de mon ami Bachir Rachdi, président de cette instance, que j'ai eu le plaisir de côtoyer puisqu'il a été membre du conseil de la CAPS. Connaissant son intégrité morale et sa rigueur intellectuelle, je suis certain qu'il défendra au mieux les missions et l'idéal que porte l'instance afin de lutter efficacement contre le fléau de la corruption dans notre pays. Mesdames et messieurs, le 28 novembre 2019, il y a un peu moins d'une année, Banque el-Maghrib, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, l'autorité marocaine des marchés des capitaux et l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ont conclu une convention de coopération pour la prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur financier. Depuis, plusieurs actions ont été mises en œuvre. Je citerai parmi elles la mise en place d'un groupe de travail régulateur et INPPLC pour favoriser l'échange d'expertise et d'expérience de façon régulière dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la corruption, de la gouvernance et de l'éthique. Une autre action concerne le renforcement mutuel des compétences et du niveau de qualification du personnel des autorités de supervision, notamment à travers des formations. Cette convention nous donne un cadre pour conjuguer nos efforts de lutte contre la corruption, quelle que soit sa forme, et pour promouvoir la bonne gouvernance et la probité au sein des secteurs dont nous avons la supervision. Et le secteur des assurances est particulièrement concerné. Cette question a d'ailleurs été traitée par l'Association internationale des superviseurs d'assurance, qui a publié en 2014 un papier sur la lutte contre la corruption et les pots de vin. Les actes de corruption peuvent se matérialiser dans le secteur des assurances à plusieurs niveaux. Premièrement, les décisions et réglementations issues du régulateur pourraient être influencées par des actes de corruption, conduisant à des risques sur le marché ou à des traitements inéquitables des opérateurs ou des assurés. Deuxièmement, les membres du conseil d'administration, les cadres dirigeants et le personnel ou d'autres représentants de l'assureur ou de l'intermédiaire en assurance peuvent être impliqués dans des actes de corruption en leur nom propre, au nom de l'entreprise ou pour le compte de tiers. Ces actes peuvent se matérialiser lors du choix de prestataires, conventionnement de prestataires médicaux dans le cadre de l'assurance maladie, d'experts ou de garages dans l'assurance automobile par exemple. Ils peuvent également concerner la gestion d'actifs ou l'attribution de marchés. Un autre domaine concerné par la corruption est celui des expertises, réalisées pour l'évaluation des sinistres. Des actes de corruption peuvent conduire à des indemnisations frauduleuses, engendrant des manques à gagner importants pour les assureurs.
Nous avons d'ailleurs encore en mémoire l'affaire d'une filière organisée de fraude à l'assurance automobile qui a défié la chronique il y a quelques années et qui impliquait notamment des garagistes, des experts et des avocats. Enfin, le secteur est concerné également par le lien entre la corruption et le blanchiment des capitaux. L'assurance vie, en particulier, peut être un réceptacle de l'argent issu de la corruption. Mesdames et messieurs, les actes de corruption dans le secteur des assurances peuvent être extrêmement dommageables. Leurs conséquences sur le plan financier, sur le plan de la régulation, de la réputation ou sur celui de la confiance peuvent être désastreuses. C'est pour cela que l'autorité est fermement résolue à déployer les efforts nécessaires pour lutter contre la corruption. Ces efforts visent aussi bien les structures internes de l'autorité que le marché. Sur le plan interne, je voudrais rappeler d'abord que les standards internationaux édictés par l'ICA sont très clairs en la matière. L'Insurance Core Principle, ICP numéro 2, exige que le superviseur et son personnel agissent avec intégrité et respectent les normes professionnelles les plus élevées, incluant notamment l'observance des règles en matière de conflit d'intérêts. Alignés sur ce principe, nous veillons à disposer à l'autorité d'une gouvernance interne solide et promouvons des normes d'intégrité et des normes professionnelles élevées, et ce afin de renforcer la crédibilité de nos actions de supervision. Nous avons élaboré un code déontologique approuvé par le Conseil de l'autorité auquel l'ensemble des collaborateurs ont adhéré et dont le respect est assuré par un comité dédié. Cet arsenal déontologique sera renforcé par le lancement par la CAPS dès 2021 de la certification ISO 37001 relative au système de management anticorruption. D'ailleurs, Banque Maghreb ayant déjà été certifiée, nous profitons de son expérience dans le cadre de nos échanges et je saisis cette occasion pour remercier ses représentants présents avec nous aujourd'hui. Par rapport au marché, je voudrais proposer deux initiatives. La première concerne l'élaboration d'un guide de lutte anticorruption à destination des assurances. Ce guide, destiné aux opérateurs, rappellerait les enjeux de la corruption et donnerait également des définitions et des illustrations de comportements ou actions à proscrire étant susceptibles de caractériser des actes de corruption. Ce guide pourrait être élaboré par la CAPS et la FMSAR avec le soutien de l'INPPLC. La deuxième initiative concerne l'obligation d'instaurer un dispositif de lutte anticorruption pour les EAR, à l'instar de ce qui est imposé de manière plus large en France par la loi Sapin 2. Ce dispositif anticorruption pourrait reposer sur la mise en place d'une gouvernance dédiée à la lutte contre la corruption, y compris un système de lanceurs d'alerte, d'une cartographie des risques de corruption et d'un code de conduite anticorruption. Nous ne sommes pas obligés de passer par la loi, car, comme vous le savez, le Code des assurances impose aux entreprises d'assurance d'avoir un système de gouvernance adapté à leur activité. Le même code donne pouvoir à l'autorité d'en fixer les conditions par circulaire. Je ne propose pas d'ajouter tout de suite cette obligation dans la circulaire générale de l'autorité, mais plutôt d'initier une réflexion avec l'INPPLC et la Fédération marocaine de sociétés d'assurance et de réassurance sur le sujet, d'en examiner la faisabilité et les conditions d'implémentation. À l'issue de cette réflexion, nous pourrions alors procéder à l'amendement de la circulaire. Ce dispositif de lutte anticorruption viendrait alors s'ajouter à celui du pilier 2 de solvabilité basée sur les risques, qui renforce de manière très substantielle les exigences qualitatives et la gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas être long. Je voudrais remercier l'INPPLC ainsi que toutes les institutions et les personnes présentes avec nous aujourd'hui. Nous voir tous réunis aujourd'hui me conforte dans notre volonté commune à lutter efficacement contre la corruption et à œuvrer collectivement au développement d'un secteur des assurances sain, intègre et robuste. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne conférence. Après ces mots d'ouverture, chère assistance, prononcés par messieurs les présidents de l'INPPLC et de la CAPS, nous allons ouvrir le débat de notre panel. Monsieur Yassir Choukairi, c'est à vous
Mais permettez-moi tout d'abord de vous introduire brièvement. Monsieur Choukairi assure le poste de directeur du pôle partenariat et développement. De ce fait, il est en charge de développer et entretenir les relations de l'INPPLC avec ses partenaires nationaux et internationaux. Aussi, M. Choukairi fait partie des experts gouvernementaux auprès du Bureau des Nations Unies pour la drogue et le crime, en charge du suivi d'implémentation de la Convention onusienne contre la corruption. Monsieur Choukairi, je vous remercie de votre présence parmi nous et je vous cède la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter ensemble de certains éléments que je suis encore plus ravi de savoir que l'autorité ou la fédération, ils sont bien sensibilisés sur la problématique et donc il me permettra de rétrécir mon intervention. Je vais essayer de couvrir rapidement 3 volets, à savoir les aspects liés aux définitions et caractéristiques de la corruption, l'état des lieux au niveau national et je conclurai par un bref passage des interactions qui existent entre le secteur des assurances et le phénomène. D'abord, je dirais qu'il y ait dans des pays où la corruption est endémique ou permanente, les gens ont tendance à crier à la corruption dès que quelque chose ne va pas comme ils veulent. Que ce soit parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour un emploi, parce qu'ils ont perdu un procès ou échoué un examen. Dans chacun de ces cas, il aurait pu effectivement y avoir corruption. La situation peut tout aussi bien être due à un échec personnel, à une mauvaise gestion de la situation, à l'incompétence ou au fait qu'un fonctionnaire n'a pas compris l'esprit et la lettre d'un texte législatif ou réglementaire ou encore à l'imperfection des procédures. Toutes ces situations peuvent créer une impression de corruption. Il peut y avoir une multitude de raisons pour lesquelles la situation a tourné de cette manière et il est tout à fait possible qu'aucune d'entre elles n'ait eu trait à la corruption. Dans ce cas comme d'autres, les définitions peuvent aider à faire la distinction entre ce qui est la corruption et ce qui relève, par exemple, d'une mauvaise gestion. Donc, comme je disais, essentiellement au niveau international, 2 définitions sont utilisées plus fréquemment que les autres dans le débat général sur la corruption. D'abord, la définition de la Banque mondiale, qui met l'accent sur la relation entre le secteur public et les intérêts privés, et Transparency International, qui, quant à elle, va plus loin dans cette définition et couvre tout abus d'un pouvoir obtenu par délégation, et donc aussi la corruption dans le secteur privé. Ce type de corruption, également connu sous le vocable de corruption privée-privée, est de plus en plus évoqué dans le débat international, alors qu'au début des années 1990, l'accent portait davantage sur la corruption privée-publique. Aussi surprenant que cela puisse apparaître, et en dépit d'un volume significatif de travaux de recherche universitaire et de nombreux instruments internationaux qui ont pour but de légiférer contre la corruption, il n'y a pas de définition universellement, je dirais, acceptée de la corruption. Même la Convention des Nations Unies contre la corruption n'en dispose pas et cite une liste de types de corruption incriminés tels que la corruption d'agents publics nationaux, la corruption d'agents publics étrangers et des fonctionnaires d'organisations internationales, soustraction ou détournement ou autre usage illicite de biens des agents par un agent public, le trafic d'influence et abus de fonction, l'enrichissement illicite et également la corruption dans les secteurs privés et la soustraction de biens dans le privé. Quant aux législations en la matière, les définitions diffèrent d'un pays à un autre, bien évidemment, ainsi que leur portée. Au niveau national, les dispositions incriminant la corruption existent actuellement au niveau du code pénal et couvrent surtout la corruption, le trafic d'influence, le détournement et la concussion. D'autres législations nationales à application extraterritoriale ont également vu le jour, telles que la Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act et Sapin 2. Quelques particularités qui ressortent de ces législations sont par exemple l'incrimination de la corruption privée au niveau de notre pays, ce qui est assez rare au niveau de la région MENA, l'utilisation des moyens de commerce des États-Unis tels que les transactions en dollars et l'utilisation d'Internet pour des promesses de pots de vin, et des sanctions pour l'échec à prévenir la corruption par le Bribery Act, et d'autres pour l'absence de dispositifs anticorruption par Sapin 2. Aussi, la corruption est connue par son caractère transnational qui touche tous les pays et tous les secteurs d'activité de différentes manières et formes, mais aucun n'en est exempt. Elle favorise la capture de l'État par des groupes d'intérêts parfois criminels, sape les institutions démocratiques et atteint la stabilité des pays. Elle fait croître le coût d'investissement et de fonctionnement et fait fuir les investisseurs. Mais plus important encore, c'est qu'elle favorise la contre-performance et la non-qualité et plombe l'avenir des entreprises.
Les principales causes de la corruption, on peut les catégoriser en trois principales causes. D'abord, les défaillances légales et législatives telles que la non-incrimination ou la non-effectivité des lois, l'insuffisance des règles de transparence et reddition des comptes. L'autre volet, c'est relatif au dysfonctionnement systémique, tels que l'absence, la complexité et la lenteur des procédures, les pouvoirs discriminatoires importants et l'insuffisance des contrôles, ainsi que l'absence de mécanismes de recours et d'énonciation. Finalement, les facteurs socio-comportementaux, tels que la normalisation avec le phénomène, la rationalisation et la méconnaissance des droits. Au niveau national, il y a plusieurs estimations sur le coût de la corruption qui sont faites. La plus récente a été réalisée par le FMI en 2019, qui attribue à la corruption une perte moyenne de 4% du PIB, ce qui dépasse largement les fonds collectés dans le cas du Maroc pour faire face au Covid-19, le budget de la compensation du gaz butane et du sucre ou encore du projet Al-Borak. En termes de classement du pays par rapport au fameux indice de perception de la corruption de Transparency International, la situation semble stagner avec des scores enregistrés entre 32 et 43 sur 100, et ce malgré les efforts consentis et les réformes engagées. Les dites réformes ont été entamées depuis 1999 à travers la création de la Commission nationale de la moralisation de la vie publique, suivie par le premier plan d'action anticorruption en 2005, puis par la stratégie nationale en 2016. Aussi, sur le plan international, le Maroc a ratifié les principales conventions internationales en la matière, telles que la Convention des Nations Unies, la Convention arabe et récemment celle de l'Union africaine. Sur le plan institutionnel, la création de l'instance centrale de prévention de la corruption, de l'unité de traitement de renseignements financiers et de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de lutte contre la corruption. Et au niveau réglementaire, à travers l'adoption de plusieurs lois, telles que la protection des dénonciateurs et le droit d'accès à l'information, et la prochaine adoption de la loi 46-19 relative au renforcement des prérogatives de l'IMPPLC. Au niveau du secteur privé, donc ça a commencé assez tôt, cette, je dirais, approche de prévention de lutte contre la corruption, notamment avec l'adoption de la charte RSE-CGM en 2006, et le label qui va avec, puis la première certification de la première entreprise du secteur par ce label en 2014 et la première certification d'une norme anticorruption en 2016. Et en 2018, il y a eu l'adhésion de la première compagnie d'assurance au Pacte mondial des Nations Unies. En termes de diagnostic du cadre légal et institutionnel national, le Maroc a procédé à plusieurs évaluations ayant conclu à la nécessité sur le plan de la prévention, de réviser le cadre de déclaration obligatoire du patrimoine, à encourager la dénonciation des actes de corruption, à réformer le dispositif de la fonction publique et renforcer la transparence de la vie politique. Au niveau du volet incrimination, donc, il est opportun et recommandé d'élargir la définition du fonctionnaire public, d'incriminer la corruption des fonctionnaires étrangers et internationaux, instaurer la responsabilité des personnes morales, incriminer l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts, et instaurer un dispositif précis des aspects de gel et de saisie des produits de crimes de corruption. Sur le volet de recouvrement des avoirs, il s'agirait d'adopter une législation spécifique, créer une autorité en charge de la gestion des biens saisis et de renforcer la coopération internationale en la matière. J'entame la dernière partie de ma présentation par le constat que le secteur des assurances semble être relativement à l'abri du phénomène, notamment en comparaison avec les autres secteurs des services financiers. En effet, sur une période de 2005 à 2016, uniquement 5 cas de corruption ont été traités par les juridictions et autorités de supervision aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les principaux risques soulevés dans le secteur, tels qui d'ailleurs ont été soulevés par l'autorité et par la fédération, effectivement, sont l'octroi des pots de vin en vue d'obtention des contrats d'assurance, l'insuffisance de la due diligence pour les partenariats commerciaux et le non-respect des règles comptables et défaillances du système du contrôle interne. Indépendamment des risques inhérents, qui sont, je dirais, des risques transversaux en matière d'RH, marché, etc., qui sont valables pour toute entreprise. Les montants de pots de vin également, on s'aperçoit qu'ils sont relativement bas par rapport à ce qui existe, notamment par rapport à la FCPA, ainsi que les sections qui sont afférentes. Donc, c'est des montants de vin pour les 5 cas qui commencent à partir de 36 000 dollars et jusqu'à culminer à 27 millions de pounds et des sanctions donc de 90 000 dollars jusqu'à 12 millions de dollars US.
Ceci étant, les entreprises du secteur sont loin d'être conformes aux standards nationaux ou internationaux en matière de prévention de la corruption. Par exemple, si nous prenons le label RSE de la CGM qui œuvre pour un développement durable à travers 9 axes dans celui de la prévention de la corruption, nous avons 104 adhérents sur les 88 000 adhérents à la CGM elle-même, donc un taux qui est très faible, et nous en avons donc 8 représentants du secteur qui sont labellisés. Au niveau du pacte mondial, qui est un appel aux entreprises à aligner leurs stratégies et opérations avec les principes universels des droits de l'homme, de travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, au niveau national, nous avons 25 adhérents et dont 2 représentants du secteur. Pour l'ISO 37001, qui est le système de management anticorruption de référence actuellement pour la conception, l'implémentation, le maintien et l'amélioration de dispositifs anticorruption dans les organisations, donc nous avons jusqu'à maintenant, a priori, 4 organisations certifiées, dont 1 opérant dans le secteur. Sans vouloir faire l'apologie de tel ou tel instrument ou standard, d'ailleurs émanant tous des enseignements de plusieurs années de confrontation avec le phénomène, il est à signaler que la meilleure façon de se prémunir contre les risques de corruption est protéger par conséquent sa réputation et sa trésorerie et de mettre en place et faire vivre un dispositif adéquat de prévention. Le dit dispositif se doit d'être efficace et en adéquation avec la taille et les besoins de l'entreprise et matérialiser un engagement fort, permanent et visible par le top management à chaque occasion et lors des processus de prise de décision et de s'assurer de l'implémentation du programme de lutte contre la corruption et de l'effectivité des actions. Énoncer de manière claire et assez détaillée les valeurs, les politiques et les procédures anticorruption et insister sur les procédures relatives au comportement vis-à-vis des situations douteuses et de déclenchement d'alerte. Il faut également informer en interne, ce qui permet de montrer le sérieux des engagements, sensibiliser les employés et rassurer les actionnaires. Et en externe, cela améliore l'image de marque de l'entreprise et freine considérablement les sollicitations suspicieuses. L'analyse par processus, que ce soit achat, RH, finance, vente, etc., par risque employé, y compris les agents, les joint ventures, par secteur d'activité, les marchés publics, construction, armement, et par zone géographique pour élaborer une cartographie des risques et instaurer les dispositifs correspondants. Et l'analyse préalable du contexte d'une opération avec un tierce, que ce soit un client, un partenaire, fournisseur, consultant, agent ou prestataire de services, à travers la collecte d'informations accessibles publiquement ou d'organismes détenteurs d'informations sur les sociétés ou par enquête spécifique. Il est également très important de mettre à disposition de tous, que ce soit en interne ou en externe, un système de réception et d'enregistrement et de traitement des signalements ou alertes anticorruption en protégeant le lanceur d'alerte et son identité et prévoir des sanctions justes, proportionnées et conformes avec la réglementation en vigueur et ne permettre aucune exception en cas de faute avérée, quelle que soit la position hiérarchique. J'espère avoir pu parcourir rapidement les éléments fondamentaux en relation avec le phénomène et vous souhaite plein succès dans vos démarches et merci pour votre attention. Monsieur Badou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Il va nous exposer le point de vue du secteur des assurances marocain concernant les problématiques que nous discutons aujourd'hui. Monsieur Badou n'est plus à présenter. Pour un grand nombre de personnes d'entre vous, son expérience est reconnue au niveau national et même international. Directeur général de la FMSAR, Monsieur Badou vient d'être réélu membre du comité exécutif de la Global Federation of Insurance Association. Toutes nos félicitations, Monsieur Badou, et je vous donne la parole. Merci Siham pour tes gentils propos. Monsieur le Président de l'INPPLC, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances, Mesdames, Messieurs les participants à cette conférence. D'abord, je tiens à remercier l'autorité de m'avoir invité à participer à ce webinaire ce matin. J'avoue, lorsque Siham m'a appelé, j'étais un peu, je dirais, pas gêné, mais j'ai dit à Siham, écoute, je ne suis pas entreprise d'assurance, je ne suis pas autorité de contrôle, donc parler de ce thème qui est extrêmement sensible, une entreprise d'assurance serait beaucoup mieux placée que moi pour le faire. Donc, on a avec nous Allianz aujourd'hui qui va nous faire part de son expérience, ce grand acteur international. Mais je vais quand même faire un bref aperçu sur, je dirais, je mettrai beaucoup plus l'accent sur la vulnérabilité du secteur de l'assurance. Monsieur Bobré, on a fait état. En fait, notre particularité au niveau du secteur de l'assurance, nous sommes bien entendu une activité purement financière, mais nous sommes une activité
financière où toute la prestation de bout en bout fait que des flux financiers transitent tous les jours à tous les niveaux et tous les actes que disons que nous mettons en œuvre au niveau de notre activité au quotidien, ben, elle a une résultante financière au bout de la chaîne et ceci met une pression sur nos collaborateurs et expose nos collaborateurs à des risques clairs, je dirais, de corruption, si ce n'est les dispositifs que nous pouvons mettre en œuvre et je vais en dire deux mots. Donc, la prestation est toujours financière, à l'exception de quelques prestations de type assistance ou des prestations de type prise en charge directe de certaines prestations, par exemple en assurance santé où on va payer directement une clinique suite à une hospitalisation de l'un de nos assurés. Mais de manière générale, les flux financiers sont très importants. Et ces flux financiers exposent nos collaborateurs. M. Boubric le disait tout à l'heure, je peux prendre 3 domaines dans lesquels l'exposition est très, très forte. Le premier domaine est le cœur de métier, donc dans la relation avec nos assurés. On peut être en présence d'un assuré qui va vouloir majorer de manière exagérée le montant de sa prestation et qui va essayer d'une manière ou d'une autre faire pression sur un collaborateur d'une entreprise d'assurance. Au lieu de bénéficier de X dirhams d'indemnisation, il va chercher à toucher une majoration de 10, 15, 20, voire 100% de la prestation à laquelle il a droit. Ça peut être le paiement d'un sinistre qui n'est pas dû. On voit parfois des assurés qui font pression pour être indemnisés alors que le sinistre n'est pas couvert par leur contrat. On peut avoir aussi, nous l'avons vu en assurance santé, quelqu'un qui se fait soigner sur le compte d'une assurance santé de son voisin, de son cousin, d'un membre de sa famille. Et parfois, il peut arriver qu'un assuré essaye par tous les moyens à faire rembourser un dossier maladie alors que ce n'était pas lui, la personne qui, à la base, a été traitée ou qui a été malade. Dans la relation avec les prestataires, M. Boubric l'a souligné, en assurance automobile, c'est une pression très forte. Nous avons des milliers de dossiers, des dizaines de milliers de dossiers qui sont indemnisés tous les ans. Un expert automobile, il a intérêt auprès d'une compagnie d'assurance à être, je dirais, appelé plus de fois sur les dossiers à expertiser que ses confrères. Et là aussi, il peut y avoir un risque qu'un expert automobile cherche à obtenir auprès des collaborateurs d'une entreprise d'assurance un passe-droit. Ça peut être aussi laisser passer un dossier frauduleux. Un expert peut, de connivence avec un assuré sur un sinistre dans lequel il y a une fraude, il peut essayer de faire en sorte à ce qu'au niveau de l'entreprise d'assurance, on ferme les yeux sur ce dossier et qu'on le laisse passer. Et dans la relation avec les intermédiaires, où là aussi, il y a un risque très, très fort. Quand je dis dans la relation avec les intermédiaires en assurance, je ne vise pas quelqu'un de particulier, mais il y a des zones de risque. Par exemple, un intermédiaire peut essayer d'obtenir un meilleur tarif auprès d'une entreprise d'assurance que les intermédiaires qui sont sur le même périmètre que lui. On peut avoir, et je l'ai déjà vécu par le passé, où on a constaté qu'un collaborateur ne versait pas les chèques de paiement qu'il reçoit d'un intermédiaire donné, il retarde le reversement des chèques. Or, les chèques sont pointés comme étant entrés dans la compagnie d'assurance et par un jeu interne et par des failles qui peuvent exister, le collaborateur peut faire en sorte à ce que le chèque ne soit pas posé avant 2, 3, 4, 5, voire 6 mois. Et j'ai constaté dans un cas spécifique des chèques qui sont restés plus d'une année et demie avant d'être reversés. On ne les a d'ailleurs pas reversés. En tout cas, l'entreprise d'assurance en question n'a pas pu les reverser parce qu'ils avaient plus d'une année d'ancienneté. Autrefois, mais c'est des choses qui n'existaient pas, on a déjà vu par le passé, et les plus anciens, et je commence à avoir quelques années au compteur, fin des années 80, début des années 90, il n'était pas, je dirais, exclu de voir au niveau d'entreprises d'assurance certains collaborateurs qui arrivaient à effacer carrément des soldes de primes d'intermédiaires et l'intermédiaire se voyait afficher une situation qui était claire vis-à-vis de l'entreprise d'assurance alors qu'il y avait des primes qui n'étaient pas payées et qui n'étaient donc pas réclamées. Ce n'est pas uniquement dans notre activité technique où l'exposition de nos collaborateurs est très, très forte, mais leur exposition l'est également dans la partie non technique. Et comme dans toute entreprise, et là on sort même de la sphère financière, sur la partie relation avec les fournisseurs, dans l'acte d'achat de biens et services, là aussi la tentation peut être forte de privilégier l'achat auprès d'un prestataire plutôt que tel autre, parce que le prestataire en question va chercher à
à travers soit des cadeaux, soit moyennant un certain nombre de choses illicites. Il peut faire en sorte à ce que celui qui est dans la fonction achat le choisisse au détriment d'un autre fournisseur. Maintenant, si on vient à notre activité financière, comme vous le savez, le secteur de l'assurance a aussi une activité financière extrêmement importante. La gestion d'actifs, nous avons au niveau du secteur de l'assurance des dizaines de milliards et même, je dirais, plus de 180 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. On peut avoir des sociétés de gestion d'actifs qui, à travers, ça peut être des cadeaux, ça peut être des voyages, ça peut être un certain nombre de choses, peut faire en sorte à se voir privilégier, je dirais, l'obtention de fonds sous gestion au détriment d'autres acteurs qui, eux, ne vont pas aller sur ce terrain-là. Alors, fort heureusement, ce sont des choses qui sont très souvent derrière nous. Pourquoi c'est derrière nous? Parce que nous avons, au niveau du secteur de l'assurance, mis en place un certain nombre de choses sous l'impulsion de l'autorité, donc de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Et déjà, avant la transformation de l'autorité en autorité indépendante, la DAPS, dans le temps déjà, avait initié donc la mise en place du système de contrôle interne qui a permis de mettre en place une gouvernance, je dirais, beaucoup plus solide, beaucoup plus efficiente. Et cette gouvernance qui, au fil des années, s'est installée, l'autorité, à travers toutes les missions qu'elle a menées, les contrôles qu'elle a effectués, les verrous qu'elle nous a mis en place, et puis tout le reporting que nous avons avec l'autorité, a fait en sorte à ce que la gouvernance de nos organisations s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, bien entendu, au niveau de toutes les entreprises d'assurance, les cartographies de risques intègrent les risques liés à la corruption. Ils sont souvent difficiles à mettre en place parce que quand on touche à la corruption, on touche à l'être humain. On peut tout verrouiller, on peut mettre tous les contrôles que l'on veut mettre, mais in fine, on a en face des collaborateurs, on a en face des êtres humains qui, s'ils le souhaitent, ils peuvent toujours trouver des failles et essayer de passer à travers les mailles du filet. Mais au niveau des cartographies des risques, on a un certain nombre d'éléments qui permettent quand même déjà de verrouiller une bonne partie des problèmes que l'on peut retrouver. Par exemple, vous allez trouver classiquement dans les cartographies des risques, les risques liés par exemple entre la non-adéquation entre une prestation perçue et le paiement réalisé. Parfois, on peut même avoir un achat fictif. Donc, il y a des éléments qu'il faut mettre en place pour verrouiller ce type de risque. On peut avoir des risques liés au défaut de surveillance des comptes. Là aussi, c'est extrêmement important. La surveillance d'un compte particulièrement peut laisser place à des problèmes. Je discutais il y a quelque temps avec un confrère, il y a quelques années en arrière, et on avait identifié, ou il avait identifié, il me rapportait ce problème, le fait qu'un compte n'était pas très bien surveillé et le fait qu'il y avait cumul de tâches, là aussi les risques liés au cumul de tâches sont extrêmement importants, a fait que dans une entreprise d'assurance, la personne qui se chargeait de la remise bancaire des chèques était la même personne qui faisait en fait le suivi par la suite disons des remises bancaires. Et cette même personne recevait des chèques d'un intermédiaire. Elle signalait que ce chèque a bien été déposé et par la suite, elle signalait que le chèque était bien rentré sur le compte et le système disons, de contrôle des risques n'était pas très bien verrouillé. Il a fallu du temps pour se rendre compte qu'il y avait un certain nombre de chèques qui, eux, n'étaient pas déposés et qui ressortaient dans la masse des chèques. Toutes les entreprises d'assurance ont une masse de chèques en instance de paiement au niveau de la banque. Il a fallu faire un travail dans le cadre, je dirais, des missions de l'audit interne pour se rendre compte qu'effectivement, il y avait des chèques dans des tiroirs qui étaient signalés comme étant déposés à la banque, mais qui ne l'étaient pas encore déposés. Et donc, dans le suivi disons, du rapprochement bancaire, il n'était pas signalé dans le rapprochement bancaire comme étant non encaissé pour la simple raison que cette personne cumulait les deux tâches. C'est pour ça que je dis que les choses sont un peu derrière nous, parce qu'au fil des années, dans le cumul de l'expérience et dans le système de gouvernance des risques avec le contrôle interne, les cartographies des risques et les manuels de contrôle, les entreprises d'assurance se sont extrêmement améliorées. Mais bien entendu, quelles que soient les améliorations que l'on peut avoir, les zones de risque sont là. Alors, parmi les choses, bien entendu, c'est les manuels de procédure qui, elles aussi,
doivent veiller et être mis en place de sorte à mieux maîtriser les risques. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, dans les manuels de procédure, si on prend la sélection des prestataires, on ne laisse plus la sélection des prestataires à la merci d'une personne. Donc, sélectionner un prestataire, c'est une procédure qui est formalisée en interne et en général qui fait appel à plusieurs collaborateurs en interne avant de choisir un prestataire. De la même manière, les prestataires, dans le cadre de la procédure, vont être scorés. Donc, une fois par an, en fonction des organisations, la fréquence diffère d'une organisation à une autre, on va aller scorer les prestataires. Et là encore, ce sont plusieurs collaborateurs qui vont scorer un prestataire. Et on ne laisse pas donc l'appréciation et le choix du prestataire à une seule personne. On a aussi au niveau des procédures, de plus en plus des procédures qui sont mises en place pour encadrer la politique des cadeaux et des invitations. Par le passé, on a tous en mémoire, il y a encore quelques années en arrière, et je dirais même une quinzaine d'années en arrière, quelques anecdotes qui remontent sur des cadeaux, je dirais, indécents au niveau du prix que peuvent coûter ces cadeaux. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est derrière nous. Beaucoup d'organisations, et d'ailleurs l'autorité elle-même a donné l'exemple, puisqu'elle a elle-même circularisé il y a quelques années en arrière l'ensemble des prestataires avec lesquels elle est en affaire pour dire qu'un cadeau ne peut pas dépasser un certain montant qui demeure symbolique. Je dis souvent à ceux qui nous envoient des cadeaux qu'une boîte de chocolat est largement suffisante et parfois même un appel téléphonique pour dire bonne année et meilleurs vœux, parfois il est encore plus sympathique que la boîte de chocolat que nous pouvons recevoir. Mais là encore, on constate que les choses vont beaucoup mieux d'année en année au niveau du secteur financier, en tous les cas dans notre pays. Il y a eu un effort, et d'ailleurs le président de l'autorité l'a nettement souligné, il y a eu un effort qui est extraordinaire et qui a fait que les habitudes et les pratiques que l'on voyait autrefois se sont nettement amoindries. Et je pense aussi que le dispositif de contrôle permanent a fait énormément de bien aux entreprises d'assurance. Donc, au niveau du contrôle interne, le dispositif de contrôle permanent à travers, après, les appellations changent au niveau des entreprises d'assurance. Mais disons, la plupart des EAR ont mis en place des équipes qui sont en charge donc, de faire remonter les incidents. On les appelle souvent des correspondants des risques opérationnels. Et donc, dès qu'un incident remonte, il est signalé donc, à travers des fiches incidents. Ces fiches incidents remontent bien entendu jusqu'aux directions générales des entreprises d'assurance, mais elles remontent au-delà puisque le dispositif de contrôle interne est regardé au moins 2 fois par an par le comité d'audit qui est issu du conseil d'administration. Et donc, l'ensemble des incidents remontent au comité d'audit. Et s'il y a des incidents qui sont en lien avec la probité et l'honorabilité des collaborateurs chez les entreprises d'assurance, à ce moment-là, les choses sont clairement affichées et les personnes, bien entendu, qui sont auteurs de ces actes sont sévèrement réprimandées. Alors, au-delà du système de contrôle interne, bien sûr, il y a l'audit interne. Là aussi, l'audit interne a permis, donc, à travers les missions qui lui sont confiées par le conseil d'administration et donc le comité d'audit, a permis en tout cas de moraliser le système parce que les collaborateurs savent qu'ils ne sont pas à l'abri de missions d'audit qui peuvent arriver à n'importe quel moment, qui peuvent toucher l'ensemble des périmètres et qui peuvent mettre à nu certains agissements qui peuvent être donc préjudiciables à l'organisation. Alors, peut-être une dernière idée, ça a été souligné par le président de l'autorité. Aujourd'hui, toutes les entreprises d'assurance ont des codes d'éthique et de déontologie. En général, ces codes d'éthique et de déontologie sont signés par l'ensemble des collaborateurs. Ce que nous avons fait, et je pense que c'est le cas de l'ensemble des entreprises d'assurance, je ne m'engage pas là-dessus, l'autorité a plus d'informations que moi sur ce sujet-là, mais je pense que l'ensemble des entreprises d'assurance disposent aujourd'hui d'un code d'éthique et de déontologie qui a été signé par tous les collaborateurs en interne et qui est signé de manière systématique et automatique par toute personne qui vient rejoindre l'organisation. Mais le code d'éthique et de déontologie n'est pas suffisant. Il faut faire des sensibilisations permanentes au niveau des entreprises. Il faut mettre des cycles de formation et sensibiliser les collaborateurs et avoir une vraie culture qui combat les actes qui ne sont pas éthiques.
Mais je le disais tout à l'heure en introduction, malheureusement, quel que soit le système que nous pouvons mettre en place, on a affaire à l'être humain. L'être humain peut être faible parfois face à certaines tentations. Et le rôle des organisations dans le cadre de leur gouvernance, c'est de faire en sorte à ce que les tentations soient le plus limitées que possible et mettre en place un dispositif avec des procédures qui soient extrêmement claires et qui permettent donc de verrouiller ces risques pour protéger nos collaborateurs de ce type de dérapage. Donc voilà, donc je n'ai pas voulu empiéter sur d'autres types de présentations. En tous les cas, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter. Alors maintenant, la parole est à Monsieur Ismaël Alami, qui va traiter du point de vue du régulateur marocain de la question de la gouvernance, mais laissez-moi tout d'abord vous présenter Monsieur Alami pour ceux qui ne le connaissent pas. Monsieur Ismaël Alami est secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale depuis sa création. Il a mené tout au long de sa carrière un grand nombre de chantiers stratégiques pour le secteur des assurances. Aujourd'hui, avec les équipes de l'autorité, il suit de très près la mise en œuvre du nouveau cadre prudentiel solvabilité SBR. Monsieur Alami nous en parle tout de suite. C'est à vous, Monsieur Alami. Bonjour à tous. Merci, Siam. Alors, si vous permettez, je vous propose de rentrer directement dans le sujet et je vous propose donc de développer 3 points. Le dispositif actuel de gouvernance des entreprises d'assurance. On va voir un petit peu ce qui est mis en place actuellement. Je vous dirai quelques mots sur le système de gouvernance que le projet de solvabilité basé sur les risques nous propose. Et puis, je terminerai par l'engagement de la CAPES dans la lutte contre la corruption. Alors, pour ce qui est du dispositif actuel de gouvernance, il faut savoir que les exigences d'honorabilité, de compétences des administrateurs, dirigeants et gestionnaires des entreprises d'assurance sont pris en charge par le Code des assurances, que ce soit au moment de l'agrément ou encore pendant l'exercice des fonctions et également au moment de la nomination de nouveaux dirigeants. Donc moi, là, je vous propose les articles qui traitent de cette problématique. Et dès le départ, c'est-à-dire que pour le refus ou l'octroi de l'agrément d'assurance, il est pris en compte, évidemment, l'honorabilité, la qualification et l'expérience des personnes chargées de conduire les entreprises d'assurance. Donc, c'est des qualités extrêmement importantes sur lesquelles c'est-à-dire la réglementation insiste. Également, pendant l'exercice de leurs fonctions, lorsque ces personnes-là, celles qui sont chargées de diriger ou d'administrer une entreprise d'assurance, lorsqu'ils font l'objet d'une condamnation qui est irrévocable pour un certain nombre de crimes qui concernent essentiellement les crimes financiers, le vol, l'extorsion, le terrorisme, là également, ils ne seront plus fondés donc, à diriger ces entreprises et ils devront évidemment quitter la scène. On a également ajouté les crimes relatifs au blanchiment d'argent et le terrorisme. Donc là, c'est par rapport aux exigences donc, de compétences, mais évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'honorabilité de ces dirigeants-là. Également, tout changement de majorité de cession de plus de 10% des actions, toute prise de contrôle direct ou indirect supérieure à 30% du capital social doit recueillir l'accord préalable de l'autorité. Et là également, vous voyez que nous nous intéressons énormément à la qualité des actionnaires qui vont venir prendre en charge donc, une entreprise d'assurance ou la diriger. Également, il y a un article qui a été introduit en 2016 concernant les commissaires aux comptes. Là aussi, la désignation de ces commissaires aux comptes passe par l'approbation de l'autorité. Et là, on comprend bien que l'autorité doit s'intéresser un petit peu à ces commissaires aux comptes pour s'assurer qu'ils font faire leur travail en toute indépendance, qu'il n'y a pas de connivence particulière par rapport dans l'exercice de leurs fonctions. Bien, alors,
par ailleurs, évidemment, et Bachir en a parlé, il y a eu la mise en place d'un système de contrôle interne qui a évidemment pour objet l'identification, la prévention, l'évaluation, la gestion et le suivi des risques. Ce système de contrôle interne est vérifié donc, par une structure d'audit interne qui relève directement du conseil d'administration et qui a pour objectif, entre autres, de s'enquérir de l'efficacité de ce système. Donc, on voit bien que ça a été mis en place bien avant la solvabilité basée sur les risques. C'est une fonction qui est préexistante, qui est normée. J'aimerais dire, juste pour l'anecdote, que franchement, lorsqu'on a voulu mettre en place ce dispositif, il y a eu quelques réticences de la part des entreprises d'assurance à un moment où elles ne voyaient pas vraiment l'intérêt. Elles voyaient plutôt ce que ça allait leur coûter en termes d'argent, de recrutement et tout. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que les mentalités évoluent et qu'aujourd'hui, plus personne ne peut remettre l'intérêt de mettre en place ces systèmes-là. Alors, aujourd'hui, on travaille sur une réforme assez structurelle concernant donc la solvabilité basée sur les risques. Et comme vous le savez tous, il y a un pilier 2 qui met en place un certain nombre d'exigences qualitatives donc, et qui va évidemment au-delà de ce qui est prévu aujourd'hui par la réglementation. Et donc, c'est un système extrêmement structurant, enfin un dispositif extrêmement structurant qui, évidemment, va permettre aux entreprises de mieux gérer et de mieux maîtriser les risques auxquels elles sont confrontées, notamment à travers la mise en place d'un système de gouvernance qui répond à un certain nombre d'exigences qualitatives. Et donc, ce pilier 2 s'articule principalement autour de 3 axes, donc d'une gouvernance appropriée, de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques performants, qui vont au-delà de ce qui existe aujourd'hui dans la réglementation actuelle, et qui met en valeur un certain nombre de fonctions clés, qu'elles soient actuarielles, d'audit interne, de gestion des risques ou de conformité. Moi, je vais insister sur celles qui sont les plus reliées à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, la mise en œuvre de ces exigences qualitatives doit coïncider avec un certain nombre de prescriptions. D'abord, il faut décrire le fonctionnement et les responsabilités des organes décisionnels, d'administration et de gestion. Il faut pouvoir introduire une définition claire du processus de prise de décision. Également, mettre en place une séparation des tâches et responsabilités et pouvoirs des structures organisationnelles et opérationnelles. Et aussi, ça peut y contribuer, mettre en œuvre une politique de rémunération saine et efficace. On sait très bien que si la rémunération est trop axée sur la performance, ça peut induire quelques comportements qui pourraient nuire un petit peu à l'efficacité de l'entreprise. Évidemment, l'exigence, les préalables principaux, c'est l'exigence en matière de compétences, d'honorabilité, d'intégrité, qui sont applicables aux membres de l'organisation d'administration, aux dirigeants et aux responsables de fonctions clés et plus généralement à l'ensemble du personnel. Donc, le système de contrôle interne, il a évidemment plusieurs objectifs. D'abord, développer une véritable culture de contrôle interne au sein de l'entreprise, permettre l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du dispositif de contrôle interne. C'est un système qui doit être sous la responsabilité de la direction générale et évidemment permettre au conseil de pouvoir procéder à un examen annuel des activités du contrôle interne. Alors, la fonction d'audit interne, elle s'insère dans ce système, évidemment, de contrôle interne, assez largement. Les maîtres mots sont l'objectivité et l'indépendance pour pouvoir mener à bien cette mission. Le système de gestion des risques également, il faut le mettre en place. Il y a un monsieur gestion des risques, c'est une fonction, mais elle s'insère plus largement dans le système de gestion des risques.
Donc, ce système-là est une aide aux organes d'administration, de gestion et de contrôle, ainsi qu'aux autres fonctions dans la déclinaison opérationnelle du système de gestion globale des risques. Il faut mettre en place une politique de gestion des risques écrite et validée par l'organe d'administration et mise en œuvre, y compris dans les politiques de souscription et dans les décisions stratégiques. Ce système doit couvrir les risques auxquels l'entreprise est exposée. Et également, il faut déterminer les catégories de risques et les méthodes qui visent à mesurer ou appréhender ces risques, ainsi qu'une délimitation des niveaux de tolérance aux risques pour chaque catégorie. Et évidemment, il y a également la mise en place d'une évaluation interne des risques de solvabilité, ce qu'on appelle l'ORSA, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Bon, enfin, tout cela pour vous dire que ces systèmes-là ont pour vocation, évidemment, alors, la corruption, ce n'est peut-être pas l'objectif principal, mais enfin, ça fait quand même partie, parce qu'il y a le risque opérationnel. Et dans le risque opérationnel, il y a le risque de fraude. Donc, c'est très bien que la fraude et la corruption, c'est d'une certaine manière des cousins germains. Lorsqu'on veut frauder, on a besoin d'acheter la connivence, le silence de d'autres personnes, et évidemment la corruption n'est pas très loin. Voilà. Donc, en fait, nous appréhendons la haute, disons, corruption par rapport aux exigences d'honorabilité des dirigeants, mais également la petite corruption, je dirais, entre guillemets, à travers donc, les systèmes d'audit, les systèmes de gestion des risques, avec tout ce que ça implique comme mise en place de procédures extrêmement précises dans tous les actes de l'entreprise. Voilà. Alors, je terminerai juste par vous parler un petit peu de la CAPS et de l'engagement donc de la CAPS. Cet engagement, il est en matière d'éthique, il est formalisé par un ensemble de principes qu'on retrouve dans sa loi fondatrice, donc la loi 64/12, ainsi qu'au sein d'un certain nombre de textes corollaires. Et donc, ce qui a permis à la CAPS d'édifier un cadre d'éthique solide et que je dirais qui est en perpétuelle amélioration. Donc déjà, nous avons disons, au niveau du 8e chapitre de cette loi qui introduit un certain nombre d'incompatibilités qui concernent les membres du Conseil, et il est dit que ces membres du Conseil, ainsi que les membres de la commission de discipline, ne peuvent ni faire partie des organes de surveillance, d'administration ou de gestion d'entités soumises au contrôle de l'autorité, ni exercer une fonction quelconque dans ces entités, ni être salarié ou exercer une fonction ou un mandat dans une association professionnelle représentant les dites entités. Évidemment, ça concerne essentiellement les membres indépendants. Mais je dirais que c'est peu ou prou les mêmes, disons, incompatibilités qui s'appliquent à l'ensemble du personnel de la CAPS. Alors, la CAPS dispose également d'un règlement fixant les règles et modes de passation des marchés. C'est un règlement, c'est prévu donc, par la loi. Alors, le législateur nous permet d'avoir une certaine souplesse puisque nous n'appliquons pas le règlement des marchés publics. Cependant, nous devons respecter les principes de base qui sont fixés par cette réglementation et évidemment qui concernent le traitement égalitaire des prestataires et la transparence, entre autres, je dirais. Donc, la CAPS, ce qu'elle impose au secteur des assurances, elle se l'impose elle-même. Donc, elle s'est dotée d'une structure d'audit interne. Il faut dire que c'est prévu par la loi qui a porté création de la CAPS. Et donc, nous disposons aujourd'hui d'une structure d'audit interne qui est chargée de contrôler le respect par ces différents services des normes et procédures s'appliquant à leur activité. Le Conseil de l'autorité a créé en son sein donc, un comité donc, qui relève de lui, un comité interne de gestion des risques qui est mis en place et qui est présidé par un membre indépendant du Conseil de l'autorité. Ce comité est en charge du suivi des projets stratégiques, en plus du suivi des projets stratégiques dans le cadre d'une approche risque, de procéder à une surveillance continue des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques dans le but d'en préserver l'intégrité et de les améliorer. Voilà. Également, le statut du personnel de la CAPS
dans son article 5, il exige de l'ensemble des collaborateurs de remplir leur mission avec honnêteté, diligence et responsabilité, et ce dans le respect des lois et règlements applicables à leurs emplois, ainsi que des règles déontologiques de la CAPS. Donc notre statut déjà annonce qu'il faut appliquer et s'appliquer des règles déontologiques, ce qui nous a évidemment poussé à mettre en place un code déontologique qui désigne un certain nombre de points de vigilance, et il est dit dans son article 12 que les agents doivent être vigilants quant au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la fraude, à la corruption, à la protection des données privées, au trafic d'influence et aux délits d'initiés et au harcèlement. Bon. Il y a un peu de tout ici, mais la corruption est en bonne place, je dirais, par rapport donc à ce code déontologique. Alors, un certain nombre de chantiers auxquels nous participons, ça a été dit par notre président, donc et par M. Rachdi également. Nous avons donc signé avec l'instance chargée de la lutte contre la corruption et les autorités de contrôle du secteur financier d'une convention de coopération en novembre de l'année dernière, donc qui fixe les domaines et modalités de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Alors, les domaines couverts par cette convention sont l'échange d'expériences et d'expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, l'organisation d'actions de sensibilisation et de formation au profit du personnel et des acteurs du secteur financier, ainsi que l'élaboration d'études et d'analyses permettant de renforcer la maîtrise du risque de corruption. Et il faut dire que nous travaillons d'arrache-pied avec donc les principales parties prenantes pour justement appliquer cette convention. Et déjà, évidemment, nous travaillons avec ces autorités-là pour un partage d'expériences, avec Banque Maghreb en particulier, puisqu'ils ont déjà une certification de leur système de lutte contre la corruption. Il y a des actions de sensibilisation et de formation qui sont prévues au profit du personnel, des acteurs du secteur financier. Il y a également la programmation de centres de formation à destination des fonctionnaires exposés, les contrôleurs, acheteurs, auditeurs, etc. etc. Préparation également d'un projet de guide commun de sensibilisation au profit du secteur des assurances. Nous avons acquis, ça a été dit, la norme ISO 37001. Aujourd'hui, on travaille sur l'analyse et la formation sur cette norme-là. Nous avons déjà élaboré les termes de référence pour pouvoir se faire accompagner par un prestataire qui nous aidera donc dans les démarches que nous devons accomplir pour avoir cette certification. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Etzbel Alami. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Et après le point de vue du régulateur marocain, nous accueillons tout de suite Madame Julie Briand, chef de mission groupe permanent d'enquête des organismes d'assurance, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, Banque de France. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter Madame Briand, qui a plus de 15 ans d'expérience en assurance, d'abord dans le secteur privé et depuis 2011 à la CPR. Après avoir participé aux travaux du service des affaires internationales, elle a rejoint la brigade de contrôle en tant qu'adjointe, puis elle a dirigé de 2016 à 2020 le service chargé entre autres des agréments des assureurs et de leurs dirigeants. À ce titre, elle a participé au peer review de l'EIOPA lié à la gouvernance, contrôle des fonctions clés. Elle est depuis octobre 2020 affectée à la direction des contrôles spécialisés et transversaux en tant que chef de mission de contrôle sur place. Madame Briand va partager avec nous les enseignements tirés suite à la mise en place de Solvency II en 2016. Madame Briand, c'est à vous la parole. Merci. Oui, bonjour. Oui, merci. Je vous laisse partager la présentation. Donc, effectivement, je vais plutôt vous faire un retour d'expérience parce que là, nous avons transposé et mis en application la directive Solvabilité 2 en 2016.
Donc, je voulais aborder 4 points. Tout d'abord, la gouvernance, qui est un point d'attention de la CPR, encore plus particulièrement depuis 2016. Un focus sur la compétence et l'honorabilité. Et là, il y aura quelques échos avec le précédent intervenant. Un focus aussi sur l'externalisation, qui est un point d'attention important pour nous. Et enfin, le premier bilan qu'on a pu tirer de la mise en œuvre de Solvabilité 2. Alors, si vous voulez bien passer le slide 3, sur la gouvernance comme point d'attention de la CPR, déjà, effectivement, le Solvabilité 2 a été nouveau, évidemment, pour les entreprises d'assurance, mais aussi pour nous, avec des règles très différentes, un système fondé sur les risques, beaucoup plus libre et principiel que le régime précédent. Et dans ce cadre, la gouvernance a constitué une priorité de contrôle avec des contrôles sur place sur le sujet dès 2016. Par ailleurs, une autre illustration du point d'attention, c'est que la CPR a publié un certain nombre de textes dès 2016 et même avant sur le sujet de la gouvernance pour expliciter vis-à-vis du marché notre interprétation, notre application des textes européens qui sont, comme vous l'imaginez, assez généraux et parfois qui demandent une déclinaison nationale. Donc, dès 2015, en 2016, un texte très important, qui a clarifié beaucoup de choses sur les dirigeants effectifs et responsables de fonctions clés, j'y reviendrai. Et en 2020, j'y reviendrai aussi, le bilan qu'on a pu tirer. Voilà, sur un point assez rapide sur la gouvernance dans Solvabilité 2, c'est dans le prochain slide, sur les principes de bonne gouvernance qui sont importants dans Solvabilité 2 et qui sont une sorte de contrepoint à la liberté qui est laissée aux organismes dans le cadre du pilier 1, qui est le pilier quantitatif. Parce que dans ce pilier 1, il y a les organismes peuvent recourir à un certain nombre d'hypothèses ou de modélisations, donc avec une certaine liberté. Et il est essentiel, évidemment, dans ce cadre, qu'ils disposent d'une gouvernance très saine pour bien maîtriser cette liberté. Donc, les principes majeurs, et qui font un peu écho à ce qui a été dit précédemment, je reviendrai sur quelques points, c'est une structure organisationnelle claire, avec une répartition appropriée des responsabilités pour éviter tout problème de conflit d'intérêts entre les personnes. J'y reviendrai, c'est un point vraiment majeur pour nous. Et aussi un système proportionné à la nature, à la complexité de l'assureur. C'est un point important en France, notamment parce que nous avons un marché assez fragmenté avec, en 2016, à peu près 600 organismes, ce qui est très important, et des organismes de toute taille, des organismes systémiques très importants et d'autres de petite taille avec peu de risques. Donc, il est évident que la gouvernance, le système de gouvernance ne peut pas être le même et il faut qu'il soit adapté et proportionné. Donc, dans ce cadre, il y a des exigences fortes sur la compétence et l'honorabilité. J'y reviendrai et ça fera un peu écho à ce qui a été dit précédemment. Un point important, c'est les politiques écrites qui doivent être prises par l'organisme qui l'engage et qui engage au plus haut niveau de l'entreprise ses orientations en matière de gouvernance sur différents sujets de maîtrise des risques. Un point important aussi, la règle qu'on appelle les 4 IE, c'est-à-dire que l'idée d'avoir à la tête de l'entreprise 2 dirigeants qui, pour chaque décision importante, décident ensemble. Donc, il n'y a pas une seule personne, mais au moins les décisions importantes sont prises à 2. Pour illustrer, on présente souvent ce slide avec le schéma qu'on appelle le schéma de référence, le schéma cible qui présente en fait les différents rôles. Il y a trois organes différents qui doivent être différenciés dans l'organisation sans personne qui prend tous ces rôles à la fois, avec donc une indépendance dans chacun des rôles, mais une interaction. C'est-à-dire que le conseil d'administration doit être dans son rôle de donner des orientations générales. Les dirigeants effectifs sont dans leur rôle d'exécutif et d'assurer l'exécution des décisions qu'ils prennent. Et les responsables de fonctions clés doivent être dans leur rôle
de sorte de contre-pouvoir à l'exécutif et de rôle de contrôle. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait une distinction forte de chacun de ces rôles et que les responsables de fonctions clés occupent chacun, donc il y en a 4, leur fonction à titre exclusif de toute autre fonction. Donc ça, c'est le schéma idéal. Mais évidemment, dans le cadre de la proportionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les plus petits organismes qui ont des risques simples, on peut imaginer des dérogations et notamment des responsables de fonctions clés prendre plusieurs responsabilités tout en mettant en place un système qui garantit la prévention des conflits d'intérêts, surtout sur l'audit interne. Voilà. Un dernier point général sur le conseil d'administration, c'est la slide suivante, qui, avec solvabilité, a un rôle encore renforcé. Donc, j'ai déjà dit la contrepartie au pilier 1 sur les aspects quantitatifs qui impliquent une plus grande gouvernance. Et aussi, ça implique directement le conseil d'administration parce qu'il doit valider un certain nombre de points majeurs qui concernent la modélisation des risques. Par exemple, un modèle interne doit être approuvé par le conseil d'administration. Une autre illustration, les politiques écrites sont à valider par le conseil d'administration. Donc, il a un rôle majeur, ce qui me permet d'enchaîner sur le point suivant, sur la compétence ou l'honorabilité, car évidemment, dans ce cadre, le conseil d'administration doit être compétent et honorable, mais ce n'est pas le seul à avoir cette obligation, les dirigeants et les responsables de fonctions clés également. Alors, sur la compétence et l'honorabilité, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend derrière ces notions ? C'est important d'insister sur le fait que la compétence, au-delà des qualifications et des diplômes, la compétence s'apprécie aussi par l'expérience professionnelle qu'une personne a pu acquérir au cours de sa carrière. Donc, nous le prenons vraiment en compte dans notre appréciation. Encore une fois, le principe de proportionnalité aussi intervient dès lors que les risques pris par un organisme d'assurance sont complexes. On s'attend à d'autant plus de compétences pointues. Ensuite, l'honorabilité. Alors là, le système actuel, je fais un peu écho à ce qui a été dit précédemment. Dans le Code des assurances français, il est prévu qu'un certain nombre de sanctions et de condamnations empêchent une personne de diriger ou d'administrer un organisme d'assurance. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Évidemment, aussi, même si je ne l'ai pas mis dans mon slide, la corruption y figure. Donc, ce sont donc des interdictions de mandat. Mais la solvabilité 2, dans un article que j'ai cité, élargit un peu la notion à des faisceaux d'indices un peu plus larges, au-delà des condamnations. Donc, nous avons clarifié ce point-là en 2020 à l'aide d'une position de la CPR pour expliquer qu'au-delà des condamnations, il peut y avoir des cas de figure où des personnes ont des agissements ou ont commis des infractions ou manque de transparence qui doivent interroger l'organisme sur la capacité de ces personnes à diriger de manière saine un organisme. Donc là encore, on est plutôt sur une approche fondée sur les risques et évidemment sur la gravité des faits, mais c'est intéressant de voir qu'on va un peu au-delà des strictes sanctions pénales. Alors ensuite, une fois expliqué les notions, maintenant le périmètre des exigences de notre côté. Donc évidemment, les dirigeants et les responsables de fonctions clés sont concernés par ces exigences. Et nous avons côté ACPR un pouvoir de nous opposer à la nomination des dirigeants et des responsables de fonctions clés au titre de la compétence et l'honorabilité. Également, comme à la CAPS et comme ce qui a été dit précédemment, au moment de l'agrément, évidemment, la compétence, l'honorabilité des dirigeants, des administrateurs et des responsables de fonctions clés est examinée de très près. S'agissant des administrateurs, là, l'appréciation est un peu différente pour ce qui est de la compétence.
parce qu'effectivement, on n'attend pas des administrateurs une vision aussi technique et aussi précise des sujets sur la fonction des risques, sur la fonction actuarielle, pour donner un exemple. On attend quand même un peu plus de vision générale sur l'organisme. Donc, la compétence, là, elle est évaluée d'un point de vue collectif, c'est-à-dire qu'on prend en compte les compétences de chacun d'administrateur et de manière collective, on examine si collectivement, ils apparaissent compétents par rapport aux risques et enjeux de l'organisme. Un point nouveau qui peut vous intéresser peut-être, c'est qu'en 2020, on a précisé aux organismes nos attentes sur les administrateurs en matière d'auto-évaluation des administrateurs, en matière de compétences et d'honorabilité surtout, parce qu'ils ne nous sont pas notifiés, nous n'autorisons pas les administrateurs, mais on s'attend à ce que chaque organisme régulièrement se penche sur l'honorabilité de ces administrateurs en auto-évaluation et nous transmettre les résultats de ces contrôles. Voilà sur la compétence de l'honorabilité. J'en viens au deuxième focus qui est sur l'externalisation, c'est-à-dire la sous-traitance. C'est un point très important pour nous parce que l'externalisation est importante en France, mais évidemment également dans d'autres pays. C'est tout à fait naturel que les organismes d'assurance sous-traitent un certain nombre de leurs fonctions ou activités à l'extérieur. Mais le point d'attention est parce que cette externalisation contient des risques très forts pour l'organisme, c'est-à-dire le risque de ne plus maîtriser la fonction qu'ils ont confiée à un tiers et de mettre en péril la conduite de leurs activités. Donc, il est essentiel que sur ces sujets, les assureurs établissent une politique écrite très sérieuse qui notamment explique les procédures de sélection des organismes, des tiers auxquels ils veulent confier des activités, mais aussi qu'il précise les modalités de contrôle de ces organismes. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait un droit d'audit de la part des organismes auprès de leurs prestataires. Aussi, il faut absolument que l'assureur garantisse que la CPR puisse coopérer avec le prestataire et que la CPR ainsi que les commissaires aux comptes aient accès à certaines données gardées par le prestataire. Plus particulièrement quand les activités confiées relèvent de fonctions, ce qu'on a appelé importantes ou critiques, c'est-à-dire notamment quand il s'agit des fonctions clés qui peuvent être externalisées, ou alors de fonctions qui ne sont pas clés mais qui ont un impact majeur sur l'organisme dès lors qu'elles seraient interrompues. Dans ces cas-là, on s'attend à ce qu'il y ait une conclusion, un accord écrit entre l'assureur et le prestataire qui soit très précis, qui donne les droits et les obligations de chacune des parties. Et nous devons être notifiés de cette externalisation. Alors, il ne s'agit pas d'une autorisation, mais nous souhaitons être notifiés le plus rapidement possible pour, le cas échéant, échanger avec l'organisme. Un dernier point qui parfois est oublié par les assureurs, c'est que ces obligations relatives à l'externalisation s'appliquent aussi au sein d'un groupe quand une fonction est externalisée auprès d'une autre filiale d'un groupe ou auprès de la maison mère. Donc, on s'attend quand même à aussi des obligations et des vigilances de la part de l'assureur qui externalise. Voilà, j'en viens au bilan qu'on a pu tirer depuis l'entrée en application en 2016 de la directive. Nous avons publié un papier cet été sur ce sujet. J'ai essayé de résumer les points majeurs qu'on en a sortis. Le premier, c'était un rappel, mais je l'ai un peu dit, c'est que le principe de proportionnalité s'applique assez naturellement dans les sujets de gouvernance. Il doit s'appliquer quand les risques et la nature des enjeux, la taille et la simplicité des profils de risque le justifient. Mais pour autant, il ne faut pas que ça remette en question les principes de bonne gouvernance et notamment les principes de prévention des conflits d'intérêts qui sont essentiels à
à une bonne gouvernance. Le deuxième point sur lequel on est revenu, c'est la composition et des conseils d'administration ou des conseils de surveillance. Il est important qu'ils disposent d'une compétence et d'une honorabilité suffisante, adaptée au risque. Et point important, c'est il faut aussi que le conseil soit alimenté d'une information qui est pertinente. Ça, c'est un point très important, car il n'est pas question que les conseils soient inondés de rapports de la fonction actuarielle ou de la fonction gestion des risques qui font 100 pages et qu'ils ne puissent pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, il faut que l'information soit synthétique, résumée, pour que le conseil comprenne les grands enjeux et prenne des décisions en conséquence. Donc, c'est vraiment le rôle des responsables de fonctions clés et des dirigeants d'adapter leur communication vis-à-vis des administrateurs. Un point sur lequel on est revenu aussi, c'est que sur la fonction exécutive, on a un certain nombre de cas de figure où le dirigeant, le directeur général, a aussi une fonction de président et donc est président-directeur général. Nous considérons que, même si ce n'est pas interdit par le code, il est préférable qu'il y ait une séparation des deux fonctions, notamment dans les grands groupes ou dans les organismes de taille importante. Enfin, on est revenu sur les fonctions clés et sur le système de contrôle interne, parce que malgré une mise en œuvre depuis 5 ans, on constate encore des insuffisances sur les dispositifs de contrôle interne en France pour un certain nombre d'acteurs. Également pour la gestion des risques, des indicateurs de pilotage sont manquants. Et enfin sur l'ORSA, qui est donc l'auto-évaluation des risques par les organismes, qui est un outil clé dans Solvabilité 2. Là, après 5 ans, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et beaucoup de progrès, on considère que beaucoup d'organismes ne se sont pas encore appropriés complètement cet outil et manquent de pilotage sur les limites et les appétits au risque qui peuvent être définis dans l'ORSA. Donc, on appelle encore à un renforcement de la gouvernance sur ces sujets. Et enfin, l'externalisation, un point d'attention dont j'ai parlé précédemment. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Merci de votre écoute. Un tout grand merci, Madame Briand, de votre intervention et merci d'avoir partagé avec nous les impacts aussi de la mise en place de Solvabilité 2 depuis 2016. Surtout que nous sommes en train aussi au Maroc de mettre en place la solvabilité basée sur les risques. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis, je rappelle aussi à l'assistance qu'ils peuvent toujours poser leurs questions et que nous allons y répondre à la fin de la conférence. Nous arrivons donc à la dernière intervention de ce panel, celle de M. Till Klein-Hans. Depuis le début de l'année 2017, M. Klein-Hans est responsable régional de la conformité et de la gouvernance et de la sécurité des entreprises chez Allianz Africa. De 2010 à 2017, il a occupé au sein du groupe Compliance le poste de responsable mondial de la lutte contre la corruption et la fraude interne, des enquêtes internes et des programmes d'assurance qualité pour l'ensemble de la fonction de conformité du groupe Allianz. L'intervention de M. Klein-Hans se fera en anglais et abordera le programme anticorruption mis en place par Allianz Africa. Sa présentation PowerPoint sera en français pour permettre à l'ensemble de l'assistance de suivre sa présentation. Mais avant de démarrer, j'aimerais peut-être vous poser une question, si vous le permettez, M. Klein-Hans. Je vais la poser en français d'abord et puis je vais la poser en anglais. D'où viennent les exigences d'un programme de lutte contre la corruption et en quoi cela représente-t-il un défi pour une compagnie d'assurance opérant au niveau mondial? So, where does the requirements for an anti-corruption program come in from and how it's that challenging a globally operating insurance company? It's for you, Mr. Klein-Hans. Merci beaucoup, Madame Ramli, pour l'introduction. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir d'avoir l'occasion de participer à cette conférence. Avant d'entrer dans les détails, merci d'accepter mes excuses car mon français n'est pas parfait pour faire cette présentation en français, mais en anglais. Yeah. J'essaierai à la fin de faire un petit récap de la présentation en français. Comme ça permettra à tout le monde de mieux comprendre. So,
That's fine. Go ahead. So the slides are in French, but I will do it in English to be sure to give the right message. To answer your questions, which are very reasonable, is for a company like Allianz, it's pretty complex to follow a number of regulations. Of course, we have local regulations, regional regulations like the CIMA code, but especially as the colleagues already said during the other slots, is we have a number of extraterritorial laws which we have to follow. Which are, as Madame Briand said, Solvency II, but also our headquarters is based in Germany. We also have to follow some interpretations of Solvency II coming from the German regulation, which is the fundamentals of the insurance business, which is following the German expression MAGO, which you see here. These are interpreting the very different key control functions, so the audit, compliance, risk management, but also the actuary function, and the overall control system we have to maintain. We have to maintain that globally. That's very important to understand. That's also important to understand for our entities, whether they are PIMCO at Newport Beach with having $3 trillion of US dollars asset under management, or an entity like Madagascar, where we have 46 employees. Yeah, so we have a wide range of entities which have to follow the basics of our system of governance, but also the compliance requirements we have. Then in addition, we have very different laws, the other participants, panelists already said, like FCPA, UK Bribery Act, but newly also coming from the 5th and upcoming 6th regulation of the Lutte contre le blanchiment d'argent, so AML Act. We have the German AML Act, which is now extraterritorial. So the German, more or less of the European. So the German Money Laundering Act, which is following the European money laundering regulation, makes the law extraterritorial. So also very small entities have to follow it. So what we need to assess is to make it proportionate in regard of applicability to our entities. What was also very important to be mentioned, and the other panelists said that as well, we are following this. The anti-corruption program should not be seen just as itself. It needs to be interconnected with a number of other programs and other risk areas we have. One is fraud intent, so internal fraud, because corruption and fraud are more or less the two different sides of the same coin. We said already money laundering is connected to it, but other topics. So when we look into proper assessment of the integrity of third parties, then we also have to look into topics like sales compliance, because we also need to assess any third party we are going to work with. So that's very important to understand within our organization. So it's not just by itself, it's part of an overall concept. You see 6 major elements of our anti-corruption program, which we have to follow across the globe. The very first one and very important one always is the identification and evaluation des risques. Yeah, that's very important to have that. So we need to know what are the potential risks we face on a daily business. And in a minute, we come to very practical examples to this. The other one is when we talk about anti-corruption, it's mainly we talk about risks coming from third parties, either demanding briberies, corruption, or there is an attempt to make respective payments to third parties. So that's very important to have a very close look into the different parts of third parties, whether it's starting with the acquisition of a company or, as Madame Briand said, it's outsourcing. So it's a very big variety. What is also very important for us is
whatever we implement, we have to evaluate on a constant basis. So we are doing self-assessments, we are doing reviews in the entities. We also do, and that's part of the Speak Up on C'est en français une dénonciation. But we have English as our company language globally, so we call it Speak Up. It's better connotation. And so we are following investigations also up any potential misconduct which is reported to either our top management or to our different functions we have within the company. And then last but not least, what is key is training, communication, awareness. Give you a couple of examples on scenarios. That does not mean that it happens at Allianz, but it's important for us to understand where can corruption happen on a daily basis. So we had a look into different markets and industries. And of course, we'd rather look into financial industries, insurance business, but we have to look globally into the markets, what can happen. And I brought you 4 examples of potential scenarios, which makes it very practical how to assess corruption or how to counteract corruption. One is very practical, that's procurement. Yeah, so procurement is where you have a money flow in and out, and a quite interesting one also for an insurance company. And what is important there is what can happen. So it's easy to acquire goods or services by just creating slush funds, so money which can be used for active corruption by an entity. What is also another flip side is passive corruption. So of course payments into our own organization to bribe an employee to buy too expensive goods or services, or just, and that's the flip side again to fraud, is embezzlement. What are we doing against that is, of course, we have a look into the quality and the pricing of any goods we procure or services. And that gives you usually an indicator that is reasonable or not. Sometimes it's too low, sometimes it's too high, so there's usually a reasonable level. The other one is the integrity, which is very important. So we assess the integrity of our key vendors we have in our markets. The other one, of course, is a good contracting, is a good closing. But the other one is, and I think that's even more important, is checks and balances. So if there is a selection of a vendor, it's not just a decision by one function or by one person. You rather have a committee system in place. And in addition, of course, you have, for example, the accounting, doing checks and balances if certain procedures have been adhered to. And last but not least, it's very important on a constant level to monitor the vendor base. So you see if there are activities which are deviating from the, whatever you call normal, but from the normal profile of a vendor. Second one I brought to you are sales intermediaries, and that becomes very interesting, of course, is when we talk about tied agent brokers, bancassurance agreements, is what can be seen in markets is that we have unduly discounts. Usually you have, for certain products and certain markets, you have pricing, you have caps. And we see in some markets that they are rather lower or higher being set according to demands by sales intermediaries. What we also see is unduly commission sharing. So what in certain markets is happening is that clients or sales intermediaries asking to share certain commissions. Yeah. Another one would be also that bribery takes place via commissions, especially then when the ownership is not very clear or when there is a link between the customer and potentially a sales intermediary. What are we doing from our side to counteract that is we define in a very precise manner, and that's what we're doing globally, is the level of commissions, also following local laws and regulations. But we also define a distinction between commissions, contests, incentivization, or any kind of promotions, because these are things which
close to each other, but they are very different also from a tax perspective. So that's very important for our local colleagues to understand. And the key one is adhere to commission tables. We do not want to see a deviation from a commission table, which has been agreed to internally before. And last but not least, again, contracting, that's very key. So when we, for example, also ask sales intermediaries to provide services for us, for example, claims payments or underwriting, there must be clear criteria behind. Third one I brought to you is underwriting. It's close to sales intermediaries by risk profile. And there we also see sometimes that to enforce the sales process, we see unduly discounts, so that products are too cheap offered within the market or too expensive. It can be also very interesting. And that the risk profile is not properly reflected in the pricing process. That's also very interesting. Also from the point of ESG risks, when it comes to reputational risks, which is very interesting. And looking at the clock, the last one, the last example I brought to you, and we can discuss another 12 or 20 examples, but just the last one for today is, which we also always have a very close look into, and that's what Madame Briand said, outsourcing, externalization. Yeah. The risk we face and we need to cover is whoever is going to act in our behalf. That's also somehow linked to sales intermediaries. They act in our behalf, so it's outsourced. So the level, the legal requirements and the regulatory we know it from some assessments we did, discussions with law firms, is certain companies in the market think they do not fall under anti-bribery, anti-corruption legislation when they ask a third party to bribe. That's not true. So that's exactly where we look into. So we have very strict contract wording in regard of that. There's a tough regime in regard of outsourcing. And we usually impose, of course, audit rights, monitoring rights to see what they are exactly doing. Yeah, that's something which is also linked to the vendor integrity approach we have. We have always a very close look into what are third parties doing in our behalf, because that's also part of our reputation. So if they do it wrong or correct, that's always comes back to us. By the way, again, something which is linking to another program, which is sales compliance, customer protection. Yeah. So whatever is going wrong on that side, we will get it on our desk anyway. So that's what we're monitoring very, very closely. I could talk for hours or for days, but I think for today, yeah, as an intro, that should give you a flavor as now what we're doing. Thank you. Thank you, Till, for sharing with us your experience and the experience of Allianz Africa.